Je voulais d'abord commencer, savoir si vous étiez intéressé par le sujet. Je voulais savoir quelles sont les personnes qui ont fait appel déjà à des services à domicile ou un service de soins infirmiers à domicile ou qui ont des parents ou de la famille qui est en EHPAD ou qui a utilisé ces services-là. Parents. Donc, bon, quelques personnes qui vont avoir des échos sur ce que je vais dire. Alors, vous donnez envie d'aller en EHPAD, je ne sais pas, parce que les générations des papy boomers, c'est pas vraiment leur recherche tout de suite. Mais voilà, on va essayer d'avoir des pistes. Je vais me baser aussi sur des données du Conseil départemental de Loire-Atlantique, qui a fait un travail aussi dessus, notamment j'ai repris leurs statistiques. Et puis sur le travail qu'a fait le CREAI. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer. Oh, mince. Moi aussi, ça commence, hein, je ne vais pas réussir à lire. Centre régional d'études, d'action et d'information. Donc, qui a fait un travail pour l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, pour le projet régional de santé, et notamment travailler sur ce qu'ils appellent l'EHPAD de demain, et comment tout ça va s'organiser dans les années à venir. Alors, je vais commencer par quelques éléments de contexte. Le secteur a été régi par trois lois importantes. La première, c'est la loi de 75, qui a fait sortir, qui a créé les établissements, en fin de compte, qui a créé la notion de maison de retraite. En fait, on est sorti de l'hospice à ce moment-là. On mettait un peu tout le monde ensemble. Et là, il y a eu la création du médico-social avec l'enfance, le handicap et puis la gérontologie. Une loi très très importante, celle du 2 janvier 2002, qui reste très importante encore aujourd'hui, qui a vraiment fait une rénovation de l'action sociale, qui établit en fin de compte la structure telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc tout ce qui est les établissements et les modes de prise en charge aujourd'hui, donc aussi bien en établissement qu'à domicile. Ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est les évaluations des établissements. Donc on regarde un peu comment ils travaillent et comment on peut les améliorer. C'est un peu la démarche d'amélioration continue de la qualité. Voilà l'expression attitrée. Donc voilà, on est en vue de s'améliorer en permanence et tenu de le faire. Et puis la promotion des droits des usagers, les outils, et puis ça a créé un changement. Jusque-là, en fin de compte, les résidents des maisons de retraite devaient s'adapter à la structure. Et si vous venez, c'est comme ça. Depuis la loi du 2 janvier 2002, c'est l'établissement qui s'adapte aux résidents. Ça continue encore à s'améliorer parce qu'il y a la partie vie en commun qui est un peu contraignante. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts faits à ce niveau-là. Et puis la loi de 75, donc pardon, j'ai dit 75, 2015, la loi d'adaptation de la société à son vieillissement, donc voulue par François Hollande, donc qui est toute récente, et là qui met l'accent sur l'anticipation de la perte d'autonomie. On était jusqu'à présent surtout sur le curatif. Là, on est quand même sur l'anticipation et de la prévention. Donc, ça s'adresse beaucoup au domicile et puis en général à la ville. Hein. Tous les aménagements urbains notamment sont pris en compte dans cette loi-là. La notion de parcours de vie a pris tout son sens à cette occasion-là, a été réaffirmée. Donc dans le choix du type de domicile, il y a tout ce qui est les aidants. Pense particulièrement aux personnes désorientées. Le conjoint fatigue beaucoup parce que c'est assez compliqué. Donc, il y a le développement d'aide aux aidants. Et puis, des expérimentations qui se sont lancées et qui se lancent encore. Et puis, une réforme de la tarification aussi pour toujours très axée sur le domicile. Alors, la population... Alors c'est vrai que depuis 1975 et même depuis 2002, la population évolue quand même beaucoup.
notamment physiques, avec l'avancée en âge, mais surtout les troubles cognitifs qui sont de plus en plus importants parce qu'on vit de plus en plus vieux. C'est vrai que les générations d'avant-guerre, l'espérance de vie était plus proche de l'âge de la retraite aujourd'hui, dans les années 30, donc on n'expérimentait pas en fin de compte les maladies de l'avancée en âge. Et puis quand même, en 20 ans, une qualité d'accompagnement qui s'est vraiment améliorée. Si on fait de la transition de l'hospice à aujourd'hui, ça n'a effectivement plus rien à voir. Il n'y a plus de chambre commune, il n'y a plus de douche obligatoire parce que le médecin vient, il n'y a plus de choses comme ça. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la personne accueillie est au centre du dispositif. Donc, vraiment, on a plein d'outils créés par la loi du 2 janvier 2002 qui nous obligent, comme le contrat de séjour, comme les droits d'aller et venir, des choses comme ça, de tenir compte, en fin de compte, des besoins de la personne accueillie. Et puis, une offre de service qui s'est développée, orientée vers les besoins. Donc, on est de plus en plus attentif aux besoins. Donc, les services d'aide à domicile qui sont énormément développés, notamment avec la loi de 2005. J'ai mangé le nom du ministre à l'époque, sur notamment beaucoup le handicap, où du coup, il y a une explosion de l'aide à domicile. Les établissements qui sont aussi multipliés, et puis la Silver Economy qui est apparue ces dernières années, du coup qui fait un grand bond et qui s'intéresse aux personnes pour le coup beaucoup plus autonomes. Quelques données statistiques sur le département. On a une hausse de 73% du nombre de seniors, donc les plus de 60 ans, entre 2015 et 2050. C'est énorme. Donc ça représentera 35% de la population du département à l'horizon de 2050. On est à 22% aujourd'hui. Donc il y a vraiment le papy-boom prend toute son ampleur là d'ici 2050. Au niveau national, toujours en 2015, on est à 25% de la population française qui a plus de 60 ans. Et on sera à 32%, donc un peu en dessous du département. Il faut dire que la Loire-Atlantique a de la côte et ça attire. Alors ça attire non seulement, Nantes attire le département non seulement des travailleurs, mais ils arrivent aussi avec leurs parents. Donc entre l'attrait de la côte et puis les travailleurs qui sont suivis par leurs parents, ça augmente en fin de compte le nombre de personnes de plus de 60 ans. Et en 2050, il y aura 22,3 millions de personnes en France. Juste un petit schéma. Les 60 ans et plus, alors, tout ça c'est en 2015, les 60 ans et plus et les plus de 75 ans. Alors on remarque que la métropole Nantes est plutôt jeune, même les plus de 75 ans. La côte forcément prend de l'âge. Et puis le nord du département qui est plus rural. Donc il y a moins de mobilité aussi pour les personnes. Et puis les personnes les plus jeunes ont tendance à descendre en métropole. Il y a quand même autour de Nantes des villes qui attirent beaucoup plus les seniors. Alors ils ont peut-être une politique aussi qui est faite pour les attirer. Enfin, le vignoble est un poil plus âgé aussi dans le sud. Après, des données sur l'équilibre des personnes entre actifs et personnes retraitées, plus de 60 ans. Donc on retrouve en fin de compte la côte, pardon, je tombe de bouton, la côte qui est en fort déséquilibre, comme le nord du département et surtout en 2050. Le seul territoire favorable avec plus d'actifs que de retraités reste Nantes, mais c'est l'exception en 2050. Donc voilà, c'est l'attrait économique de Nantes. Sinon, globalement, tout le département va vieillir à Nantes et sur la côte. Donc il y a des enjeux très très importants, parce que les pourcentages d'augmentation sont assez forts. Dans les EHPAD, sur cette période-là, on a une courbe de croissance de la dépendance. Donc le GIR, c'est groupe iso-ressources. Bon, c'est ce qui calcule la dépendance.
qui est toujours en constante augmentation. Ça suit une courbe très linéaire. Pour tout ce qui est pathos, alors c'est le soin requis, donc tout ce qui est soins infirmiers dans les EHPAD, ça suit une courbe aussi similaire. Donc, et on a aujourd'hui pratiquement 60% des personnes accueillies qui arrivent avec une désorientation. Donc type Alzheimer, il y a plein d'autres maladies. On trouve surtout Alzheimer, Parkinson, et puis des troubles liés notamment à l'alcoolisme aussi. Donc, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais ces personnes beaucoup plus dépendantes, et notamment psychiques, vont devoir être prises en compte et vont modifier les façons de travailler dans les EHPAD, telles qu'on la connaît aujourd'hui, notamment sur le temps passé sur chaque résident. Aujourd'hui, tel qu'on fonctionne, et c'est ce qui a fait un peu débat l'année dernière, jusqu'en début d'année, sur les moyens des EHPAD, M. Vitré l'a rappelé. En fin de compte, on a une triple tarification. L'hébergement, c'est ce que paye le résident, donc c'est tout ce qui est à caractère hôtelier. Donc la restauration, l'animation, tout ce qui est administratif, l'entretien du linge, des locaux. Il y a la dépendance qui est prise en charge par le département, qui c'est une partie des soins, des salaires des aides-soignantes, et puis tout ce qui est change. Donc les couches principalement, ça se résume à ça, et le soin payé par l'assurance maladie via les ARS. C'est tout ce qui est une grosse partie des aides-soignantes, tout ce qui est infirmières, médecins coordonnateurs principalement. Et dans les établissements qui sont majoritairement associatifs et publics dans le département, le soin, la dotation, c'est issu d'une formule de calcul qui tient compte de la dépendance, le GIR dont j'ai parlé tout à l'heure et le pathos. Donc on ne maîtrise rien. La dépendance, on a les GIR des résidents. Un GIR 1, une personne très très dépendante, c'est 1000 points. Un GIR 6, une personne très autonome, c'est 70 points. Et donc, on cumule tous les points de tous les résidents des EHPAD, et puis on multiplie par le tarif du point GIR du département, et ça donne une dotation. Donc, on n'a aucune latitude là-dessus. Et l'hébergement, tout ce qui est abus non lucratif, soit public ou associatif, on est habilité à l'aide sociale dans le département. Donc, comme le département peut se substituer aux résidents et payer à sa place, eh bien, il maîtrise notre prix de journée. Ce qui fait que les EHPAD, et c'est là où on se plaint des moyens, c'est qu'on n'a absolument aucune marge sur notre budget. Il est à 100% dicté par soit l'ARS, soit le département. La différence avec les établissements commerciaux, c'est qu'eux, ils peuvent maîtriser l'hébergement. Dépendance et soins, ils sont soumis aux mêmes règles que le non lucratif. Alors certains groupes payent des aides-soignantes ou des infirmières sur leur hébergement et d'autres non. Donc après, c'est leur politique. Ce qui fait que nos marges d'adaptation, de créer plus de services, on est contraint à ce manque de maîtrise de notre budget. Et puis on a des métiers issus du sanitaire, comme les infirmières, les aides-soignantes et les ASH. C'est quelque chose qui, sans doute, notamment chez les aides-soignantes, ne va pas suffire pour accompagner les futurs résidents, donc les papy-boomers, parce que les besoins seront différents et des métiers trop sanitaires et pas assez dans la gérontologie vont faire défaut. Donc il faudra imaginer, notamment à ce niveau-là, d'autres métiers plus adaptés aux personnes âgées et puis à la désorientation notamment. Juste une petite carte pour vous dire un peu, c'est les valeurs donc, de l'année dernière pour le budget 2018, en fin de compte, donc il est sorti en 2017, à fin 2017, des valeurs du point GIR des départements. Il y a une disparité en plus territoriale
Alors, on n'est pas trop mal en Loire-Atlantique, dire que c'est 7,24 € le point GIR, mais il y a des départements qui sont, si on prend la Corse par exemple, 5,99 et la Corse du Sud 9,47. Alors, c'était avant qu'elles soient réunies. Ce qui veut dire que dans un même territoire, dans une même île, on n'a pas les mêmes moyens pour s'occuper des mêmes personnes. Et selon les départements, eh bien, en fait, vaut mieux habiter en Corrèze que dans le nord de la Corse, en fin de compte, pour avoir du personnel en nombre suffisant pour bien être accompagné. Donc on a ces disparités-là aujourd'hui dans la prise en charge en fait, des personnes. Donc un financement qui ne suit pas les besoins de la population. Donc il y a ces disparités des départements et puis il y a aussi l'histoire des établissements qui sont plus ou moins bien dotés. En tout cas, on a aujourd'hui un budget qui est contraint parce que bon, les Gilets jaunes sont là pour nous le rappeler aussi, mais voilà, il y a plus, les robinets ne sont pas ouverts, donc il faut faire en gros à moyen constant, alors qu'on a des exigences et des besoins qui sont croissants, et les papy-boomers en auront beaucoup. Dans certains départements, d'ailleurs, il y a eu des baisses de dotation. Ça, c'est valable aussi au service à domicile. Depuis plusieurs années, il y a le ministère de la Santé qui attribue 50 millions d'euros pour perfuser les services à domicile qui sont les plus en difficulté. Donc le système aujourd'hui fonctionne mal. Une dépendance croissante exigeant une adaptation des pratiques et des métiers. En fait, on a des personnes qui sont plus exigeantes dans le sens où si dans les établissements en moyenne nationale, on a 60% de personnes avec des troubles cognitifs, ça veut dire que le matin, quand on va voir les personnes, pour leur proposer une toilette ou une douche, il va falloir négocier. Pour l'inciter à manger, parce qu'en fin de compte, bien manger, c'est résoudre une grande partie des problèmes de santé, eh bien, il faudra négocier aussi. Il faudra passer du temps parce que la personne, notamment dans les unités Alzheimer, les personnes peuvent déambuler et manger debout en se promenant. Donc, il faut s'adapter aussi. Donc, le temps passé pour chaque résident, en moyenne, va augmenter. Ça veut dire que là où, il y a 20 ans, pour une aide-soignante, pour aider à la toilette 10 personnes, ça se faisait facilement dans la matinée. Aujourd'hui, entre 6 et 8, c'est le maximum et elles courent. Donc, ça veut dire qu'elles ne prennent pas le temps. Alors, la personne est levée, lavée, habillée, prendre son petit déjeuner, il n'y a pas de souci, ça se fait bien. Mais le retour, c'est qu'il n'y a pas le temps de discuter et d'avoir le lien social qu'il y avait quand les personnes étaient plus autonomes. Donc, c'est ce lien social qui manque de plus en plus parce que eh bien, les personnes prennent plus de temps, ne serait-ce que pour se déplacer et puis pour les convaincre, pour les personnes désorientées, à accepter les soins. Alors, il arrive que, aujourd'hui, tant pis, on ne le fait pas ou on le reporte dans l'après-midi. C'est des stratégies qu'on peut adopter, en fin de compte, devant le refus d'une personne. Voilà, donc ça reprend là ce que j'ai dit. Donc voilà, aujourd'hui, on va manquer de ce temps d'échange avec. Enfin, aujourd'hui, on manque de ce temps d'échange. Et puis, dans quelques années, ce sera quelque chose, le lien social, qui va être primordial. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le taux d'évolution des tarifs est encadré. Donc, soit c'est le département qui le décide. Donc il prend un arrêté pour la valeur du point GIR, soit le tarif hébergement, et c'est ce qui va se faire dans les années à venir, va suivre la progression d'un taux ministériel qui en moyenne est à peu près de 0,5%. Donc c'est sûr que le prix de journée augmente moins vite, mais conventionnellement les salaires augmentent de 1% par an. Donc du coup tous les ans on s'appauvrit un peu. Et du coup, ça donne des difficultés pour avoir du personnel pour s'occuper des personnes. Et puis, par rapport à la carte de la France que j'ai montrée tout à l'heure sur les valeurs des points GIR, eh ben, il y a des variations selon les établissements et les territoires.
Donc avant la loi du 2 janvier 2002, il y avait, en gros, on demandait et on n'avait pas, mais on pouvait avoir en demandant au département ou à la DAS à l'époque. Donc il y avait des établissements qui étaient beaucoup mieux dotés que d'autres parce qu'ils avaient demandé davantage. Et cette histoire de l'établissement a perduré. Donc il y a des établissements où il y a plus de personnel que d'autres à dépendance équivalente. Et puis là, aujourd'hui, on a une souffrance des personnels. C'est la notion de travail empêché. Donc c'est une notion, les psychologues connaissent bien, c'est source à l'extrême d'épuisement professionnel et de burn-out. Donc ce travail empêché, c'est tout ce lien social qu'on ne fait plus comme on aimerait le faire. Voilà, c'est plus du soin technique. Demain. Alors demain, c'est vous. Certains après-demain. Les papy-boomers, donc c'est les personnes... Aujourd'hui, on accueille les personnes qui sont nées à l'entre-deux-guerres. Les papy-boomers, ce sont ceux qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est véritablement ce que j'ai marqué, un changement de paradigme. C'est que les façons de penser changent radicalement. Alors c'est l'effet peut-être aussi des 30 Glorieuses. Hein, au lendemain de guerre, il y a eu un élan de libération extrême. Donc vous avez été élevé dans ce contexte-là, avec une société de consommation qui n'existait pas avant. On a évidemment des progrès techniques. Donc aujourd'hui, tout ce qui est informatique, même pour les sexagénaires, septuagénaires, c'est pas repoussant. Il y a globalement la modernisation de la société qui s'est grévée là-dessus, hein, avec ces 30 Glorieuses. Le temps avance toujours plus vite. Tout devient obsolète, il faut se renouveler. Il y a eu l'État-providence. Donc en 1945, il y a eu la sécurité sociale. Donc on a pris des habitudes. On pouvait se soigner plus facilement parce que c'était accessible financièrement et géographiquement. Donc la sécurité sociale. Et puis, j'aime bien le rock'n'roll qui apparaît dans les années 50 et puis les yéyés dans les années 60. En fin de compte, ça c'est tout l'univers culturel que j'ai résumé là sur la musique. La culture s'est vraiment développée et avec elle toute la notion de liberté qui avait sans doute moins jusque dans les années 40. Donc là vraiment c'est, et je ne vous l'apprendrai pas parce que c'est vous, il y a vraiment un changement très très important et la génération qui avant acceptaient ce qu'on leur proposait, sans trop... Alors moi, j'ai travaillé dans les Deux-Sèvres, c'est quand même assez rural. Les personnes me disaient, bon ben, c'est comme ça, ils acceptaient tout. Et quand on leur demandait leur avis, ben, ils disaient oui avant tout de suite, quoi. Donc voilà, il y avait cette posture-là. Effectivement, beaucoup plus de simplicité dans les relations. On a encore des résidents, quand ils ont besoin, ils n'osent pas demander. Donc, on leur dit, répète, mais c'est culturel, ils n'y arrivent pas. Même pour manger, s'ils en veulent un petit peu plus durable, ils n'osent pas demander, alors qu'il y en a, quoi. Et puis, culture de la solidarité familiale qui était bien ancrée parce que les mouvements de population aussi étaient moins importants qu'aujourd'hui. Alors que les papy-boomers, beaucoup d'ouverture culturelle, de liens sociaux, une anticipation du parcours de vie. C'est vrai que vous avez dû gérer la dépendance de vos propres parents. Eux-mêmes n'ont pas eu à le faire, hein, parce que leurs parents, une espérance de vie beaucoup plus courte, finalement, tout le monde mourait à domicile. Là, les personnes nées dans les années 20 et 30 sont dépendants, et c'est les enfants qui gèrent cette dépendance-là. Donc, les baby-boomers vont avoir expérimenté ça, et du coup, vont anticiper, au moins pour une partie d'eux, leur futur
résidence et manière de vie quand la dépendance va venir. Il y a cette notion de je fais ce que je veux chez moi, je ferai ce que je veux en EHPAD, ou en structure de manière plus générale. Et puis, des besoins aussi qui sont très différents, notamment en termes d'hygiène. Alors aujourd'hui, globalement, on propose une douche par semaine aux résidents. Alors, ils sont lavés tous les jours, je préviens. Toilettes aux gants, voilà, il y a des toilettes tous les jours. Même, j'ai eu un résident, moi, qui m'a dit « Je n'ai jamais pris de douche de ma vie, c'est pas ici que vous allez m'en donner une ». Donc, il fait tous les jours sa toilette intégrale aux gants. Bon, après, il arrive un moment où il fallait l'aider, mais toujours pas de douche. Mais bon, là, ça va foncièrement bouger, et avec la dépendance, il y aura toujours ces mêmes besoins, cette même volonté. Donc, il faudra aussi en tenir compte. Aujourd'hui, pour répondre à tout ça, on ne sait pas faire. Enfin, on n'a pas les moyens de le faire, plutôt. Parce qu'on a les moyens de s'occuper de ces personnes-là, et encore, avec la désorientation qui se fait plus prégnante. Quand j'ai commencé, moi, à travailler dans le secteur il y a 10 ans, on disait qu'il y avait en gros 50% des personnes qui avaient une désorientation plus ou moins élevée. Alors, tous les niveaux, hein, de la plus légère à la plus grave. Aujourd'hui, on est à 60 en 10 ans, 10% en plus. Alors, les attentes, en fin de compte, c'est une logique de parcours. Comme j'ai dit à la diapo précédente, il y a l'anticipation de son vieillissement et de sa dépendance. Donc les services à domicile seront exploités à leur maximum, c'est-à-dire qu'on reste le plus longtemps possible à domicile. Il y a une étude faite en 2016, me semble-t-il, où 83% des personnes souhaitaient rester à domicile jusqu'au bout. Les aides aux aidants mieux utilisées. Alors, les aides aux aidants, il y a l'accueil de jour, à la demi-journée ou à la journée, donc pour les personnes, le conjoint désorienté. Les accueils d'urgence aussi, qui se développent, qui ne sont peut-être pas trop développés. Les accueils de nuit aussi, et puis l'accueil temporaire. L'accueil temporaire, c'est aussi pour souffler quand le conjoint ou les enfants, même qui s'occupent de leurs parents, ils peuvent partir un peu en vacances, et puis le parent en perte d'autonomie peut être accompagné dans un établissement. Le domicile intermédiaire aussi, là, se développe beaucoup. Il a été inscrit dans la loi de 2015 et le département de Loire-Atlantique, dans son plan Bien vieillir, va ouvrir 300 places de résidence autonomie, ce qu'on appelait avant les foyers logements. Et puis également des domiciles intermédiaires et intergénérationnels aussi qui peuvent se développer. Et pour le coup, l'EHPAD va vraiment être le dernier recours. C'est-à-dire là où tout ce qui est service à domicile et aide aux aidants va montrer ses limites. Parce que dans l'EHPAD, il y a du 24 heures sur 24. Il y a une proximité des soins permanente. C'est-à-dire que si on a un ennui de santé, il n'y a pas plus rapide que l'EHPAD parce qu'on a des infirmières tous les jours, il y a des aides-soignantes jour et nuit. Et dès qu'on décèle un petit ennui de santé, le médecin traitant est appelé et il y a une intervention dans les 2 jours. Ce qui n'est pas forcément vrai à domicile. Et puis, la dépendance physique et psychique, pour le coup, sera pris en charge dans un environnement contenu et professionnel. Alors, parmi tous les services, il y a les SAD, services à domicile. Les SIAD, c'est le service de soins infirmiers à domicile, et les SPASAD, c'est le regroupement des 2 premiers. Il y a les résidences autonomie, je l'évoquais tout à l'heure, les foyers logements, les résidences services seniors. Donc, c'est de l'hébergement collectif, mais petits appartements avec des services rattachés. L'habitat intermédiaire, donc, alors, il y a peut-être une notion de prix qui fait la différence entre les deux. Les résidences services seniors sont plus communément rattachés aux sociétés commerciales. L'habitat intergénérationnel qui peut se développer aussi, notamment l'accueil de
de jeunes travailleurs ou d'étudiants chez des personnes âgées. Et en contrepartie d'un loyer faible ou pas de loyer du tout, ils peuvent rendre des services justement à la personne âgée pour qu'elle puisse rester chez elle plus longtemps. Le béguinage, ça c'est peut-être le terme canadien. Donc du coup, des personnes qui viennent notamment la nuit. Alors le Code du travail en France pose des problèmes. L'accueil séquentiel, donc c'est ce que j'évoquais, l'accueil de jour, l'accueil temporaire en établissement. Et puis, évidemment, il y a les EHPAD et l'hôpital. Et il va falloir que tout cet ensemble-là puisse se coordonner, en fin de compte, sans rupture de prise en charge. C'est-à-dire entre le domicile, l'hôpital, retour à domicile, accueil séquentiel en accueil temporaire, tout ça doit être fluide pour éviter la perte d'autonomie. Et se posera la question de la gouvernance, qui coordonne tout ça. Voilà, chaque acteur de l'accompagnement devra se coordonner, ils devront tous se coordonner et compléter et graduer leurs interventions entre le domicile, l'hôpital et l'établissement. Et puis, on peut rajouter aussi les CCAS, les associations autres. Le but, c'est cette coordination, c'est de mieux agir sur les facteurs de perte d'autonomie. Donc, il y a la iatrogénie médicamenteuse. On sait que, alors j'ai des médecins en face de moi, mais au-delà de 5 molécules différentes, on ne sait plus trop ce que ça donne. C'est ça. On a certains résidents qui dépassent les 20 quand même de temps. Ils sont rares, mais ça arrive. Les chutes, l'entrée en EHPAD, hors des orientations, c'est pratiquement que des chutes ou des AVC. L'isolement social, qui conduit la personne à être un peu apathique, donc qui est un facteur aussi de survenance de maladies neurodégénératives. Isolement social où les gens n'ont plus d'envie, donc ils se nourrissent moins bien et du coup ont des pathologies. Donc il faut vraiment y faire attention. Et puis la dénutrition qui est aussi facteur de perte d'autonomie. Alors les résidents dans tout ça. Alors on va avoir dans les EHPAD des personnes qui auront, avec l'avancée en âge, une forte dépendance physique. Et du coup, ça va faire augmenter l'âge moyen, parce qu'en France, en Europe, on est parmi les pays où on vit le plus vieux, mais pas forcément en bonne santé. On est même plutôt mal placé. Les pays nordiques sont beaucoup mieux, on meurt en bonne santé là-bas. Un quart d'heure avant la mort, j'étais encore bien vivant. Des troubles cognitifs, donc qui peuvent survenir avant 80 ans. Dans la soixantaine ou 70. Donc, du coup, ça va baisser un peu la moyenne d'âge, mais c'est une proportion des futurs résidents qui va augmenter. Et puis, les résidents, ils vont avoir besoin d'activités pour le maintien du lien social, qui va être beaucoup plus important qu'aujourd'hui, avec des besoins à la carte. Moi, je veux continuer à faire ce que je veux. Une vraie liberté de choix dans l'accompagnement, et puis minimiser au maximum les contraintes du quotidien, et notamment, c'est-à-dire pouvoir se déplacer comme on veut. Alors c'est aussi valable au domicile, c'est que je peux aller en ville, il faut que je puisse aller en ville comme je veux, même un peu plus loin, même si je ne peux plus conduire, ou si je dois avoir un déambulateur ou un fauteuil roulant. Et puis les contraintes de la vie collective, c'est ce qui fait la grosse différence avec son domicile, c'est que, voilà, des contraintes d'heures, de repas notamment, qui ponctuent la journée. Et puis se sentir agir, donc comme je disais, comme à la maison, ça, ce sont de gros enjeux pour les futurs résidents. Je suis à 33 minutes. Donc, les baby boomers, j'ai un peu repris le tableau qui avait les mêmes couleurs tout à l'heure. C'est une anticipation de son parcours de vie, donc maîtriser son vieillissement avec l'anticipation d'une entrée dans les établissements, notamment non médicalisés.
Donc on revient sur les résidences-services, sur les foyers logements, sur l'habitat intermédiaire, merci. Donc ça va permettre finalement d'être à domicile, mais pas tout seul. Parce qu'on aura d'autres résidences, ça va être des appartements ou des maisonnettes, avec l'accès à des services extérieurs et pourquoi pas des services des EHPAD. Et puis la notion du bien vieillir, en gros, alors je vais reprendre parce que j'ai des références quand même. Donc bien vieillir dans un logement adapté avec du lien social, des technologies et de la mobilité. Ça, c'est vraiment les critères d'autonomie en plus. Donc l'absence de maladie ou de facteurs de risque. Donc ça, on joue vraiment sur la prévention et puis la notion de parcours qui doit être suivi dès l'avancée en âge. Un niveau de fonctionnement physique et cognitif élevé. Alors ça vient un peu en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure sur des personnes de plus en plus dépendantes, notamment au niveau psychique. Mais en tout cas, avant d'avoir des dépendances psychiques ou physiques, la personne âgée jusqu'à, ça peut aller facilement à 80 et plus, hein, d'avoir toujours une vie physique et cognitive élevée, une vie active sur le plan occupationnel et social. Donc voilà, ce n'est pas qu'une question d'âge de s'investir dans la vie après la retraite. Et puis, je reprécise, valeurs fondées sur la liberté et l'autonomie. Ça, c'est le maître mot des papy boomers. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra, dont on ne pourra pas se dédouaner, en tout cas dans les établissements. Les services. Donc on revient sur la notion de parcours, qui doit être assez clair entre le domicile, les services de santé, les institutions de répit et les hébergements en établissement. Aujourd'hui, on a les CLIC, les MAIA, dans certains départements, les réseaux gérontologiques. On ne sait pas trop, les CCAS aussi, bon, même si c'est un peu le CLIC. On ne sait pas trop à quelle porte frapper et on ne connaît pas les moyens qui existent alors qu'ils sont assez nombreux. Donc il y aura une nécessité d'éclaircissement dans tout ça. Je n'ai aucune recette. Dans les établissements tels que les EHPAD, il y aura une priorisation à tout ce qui est hôtelier, évidemment, toute cette notion de liberté et de choix. Elle prend toute sa valeur dans ça. Et organiser l'autonomie par de la mobilité, notamment à domicile, mais c'est aussi vrai en établissement. En fin de compte, ce qui fait que nous, aujourd'hui, moi comme vous, on peut vivre à domicile sans problème, c'est que finalement, on peut se déplacer comme on veut, avec les moyens qu'on veut, à l'heure qu'on veut et où on veut. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'aller faire des courses, je vais faire les courses. Si j'ai besoin d'aller au spectacle, je n'ai aucun problème pour y aller. Si je veux aller travailler ou aller aider dans une association, ça ne pose absolument aucun problème. Les personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ne peuvent plus conduire par exemple, pour rester à domicile, il va falloir qu'elles aient toujours cette mobilité. Alors ça passe par les transports en commun. Et là, c'est un peu plus pour la métropole. Avoir des services à la demande, donc qui sont accessibles, qui peuvent venir jusqu'au domicile. Et puis la voiture autonome, finalement. La Sémitane, il y a Anditane, et puis d'autres services, même privés, qui peuvent emmener les personnes faire leurs courses ou autres. Mais le 24-24, c'est difficile. La voiture autonome, c'est symbolique, mais le jour où la voiture ira toute seule où on veut aller, on va rester à domicile vachement plus longtemps, finalement. C'est pas pour si longtemps, finalement. Mais voilà, c'est pour accentuer la mobilité quand même
quelque chose de primordial. Et puis rester connecté à son environnement, effectivement, avoir ce lien social qui perdure après la retraite et même quand la dépendance arrive. Et ça rejoint, voilà, on reste connecté parce qu'on peut aller voir les gens peuvent venir nous voir. Quel EHPAD ? Ben finalement, aujourd'hui, on accueille des personnes parce qu'elles ont chuté, elles ont fait un AVC, elles ont une démence, des troubles cognitifs. Donc on essaye l'aspect curatif. On est médicalisé, on n'est pas sanitaire, loin de là, mais il y a quand même cet aspect curatif. Comme je disais tout à l'heure, on a des personnes qui travaillent, ont des métiers du sanitaire. Et là, il faudra passer à une logique de prévention de l'autonomie. Donc, travailler beaucoup plus en amont. Ce qui veut dire qu'il y a la majorité du travail qui va se faire avant d'entrer en EHPAD. Et pourquoi pas déjà avec l'EHPAD, avant d'y entrer. Donc, la question se pose de savoir qui est le coordonnateur du parcours de la personne âgée. Il y a eu un travail du CREAI que je citais tout à l'heure pour l'ARS qui évoque ça. L'EHPAD de demain, c'est vers la création de pôles ressources gérontologiques locaux. Et pourquoi pas les EHPAD ? Parce que les EHPAD, en interne, ils ont des ressources médicales et paramédicales. C'est-à-dire qu'il y a les aides-soignantes, malgré tout, les infirmières, des kinés, des orthophonistes qui sont présents et qui peuvent du coup faire une prestation de service pour des personnes à domicile. Les relations continuent avec les professionnels de santé. Sur Nantes, on manque de médecins, mais on en a quand même beaucoup dans chaque établissement. Le Bois-RC, où il n'y a que 80 résidents, enfin c'est une taille standard, on a une trentaine de médecins qui interviennent. Donc on est en relation avec les médecins. Il y a les médecins coordonnateurs aussi qui sont là. On a une prestation de restauration et d'animation. Ça peut aider les personnes à domicile. Aujourd'hui, nous on accueille une dizaine de personnes avec le programme Au Menu de la ville de Nantes. Donc on a des personnes, alors ils ne viennent pas tous en même temps, mais ils s'étalent sur la semaine et même le week-end. Des personnes qui viennent du domicile et puis d'autres d'une résidence autonomie aussi. Donc ils ne mangent pas sur place, ils viennent manger dans l'établissement. Et puis l'animation, c'est aussi le lien social. Donc les personnes pourraient en profiter. Et puis on a une plateforme administrative, parce qu'on a un service administratif. Donc on pourrait potentiellement gérer tous ces aspects administratifs. Et donc, voilà, le pôle de ressources gérontologiques locales peut être l'EHPAD, qui peut être le pivot. Après, ça peut être juste un collecteur d'informations, ou ça peut être juste un maillon. C'est pas défini, mais ça peut aller jusqu'à ce rôle de pivot. Et puis l'EHPAD hors les murs, c'est justement les services de l'EHPAD qui vont à domicile. Il y a des expérimentations qui sont menées dans d'autres départements. Moi, j'ai commencé dans les Deux-Sèvres, où il y a un EHPAD qui avait... alors, ça touchait, il y avait un village retraite qui touchait l'EHPAD. Et donc, avec un système c'est pas d'appel malade, mais ça va me revenir tout à l'heure. En fait, les personnes en village retraite pouvaient aller... Ça commence déjà, hein, la mémoire. Ça va me revenir, je dirais peut-être demain, je ne sais pas. Pouvaient appeler en fin de compte une plateforme qui rappelait une téléassistance. Merci. Donc il y a un système de téléassistance, donc ils pouvaient appeler la téléassistance et la téléassistance, les reconnaissants, appeler l'EHPAD qui s'était structuré pour envoyer une aide-soignante, justement voir la personne qui était juste à côté. Et les personnes du village retraite pouvaient participer également aux animations et puis au repas. Donc, mais ça peut aller plus loin jusqu'à des soins infirmiers. Mais effectivement, tout ça doit se coordonner avec ce qui existe déjà dans les services à domicile. L'enjeu, pour que ça fonctionne,
c'est que l'EHPAD soit vraiment, il y ait une inclusion dans son environnement, mais aussi structurellement dans la ville. C'est-à-dire que les politiques d'urbanisation, d'urbanisme, doivent intégrer aussi l'EHPAD dans son environnement pour que tous ces échanges et cette coordination puissent se faire. Il y a des coopérations et une mutualisation entre EHPAD, elles existent déjà, mais avec les services à domicile, les ressources sanitaires que sont les hôpitaux et les cliniques, c'est beaucoup moins fréquent. Et les acteurs locaux que sont toutes les collectivités territoriales notamment et les CCAS, c'est pas encore fait. Alors, dans le milieu rural, c'est vrai que ça fonctionne mieux, mais dans une taille de ville comme Nantes, c'est un peu plus distancé, donc il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Et bien sûr, ce dimensionnement sera différent entre le milieu rural et le milieu urbain. À Nantes, un EHPAD pôle ressources gérontologiques, c'est peut-être moins vrai qu'en pleine campagne. Donc tout ça, c'est à dimension variable selon le contexte. Et puis, diversifier les modes de prise en charge et les prestations. Donc là, l'EHPAD, c'est plus la structure qui accueille des résidents, mais une structure un établissement qui est prestataire de services en interne, en extérieur. Donc il y a tout ce travail-là qui serait à faire. En tout cas, c'est ce qu'envisage l'ARS des Pays de la Loire, qui finalement se retrouve dans beaucoup d'ARS en France. J'ai eu l'occasion de discuter à la fenêtre des pas au niveau national, où il y avait beaucoup de représentants de départements, et beaucoup disaient que l'EHPAD hors les murs était dans les cartons de pratiquement toutes les ARS. Donc c'est ce vers quoi on va aller, cette coordination. Alors c'est vrai qu'on en fait depuis 30 ans, mais voilà, il y a, je pense, une volonté, une nécessité en tout cas, c'est peut-être ça, la nécessité de se coordonner et d'avoir une structure qui coordonne tout ça. L'EHPAD, alors ça peut être une structure publique créée pour l'occasion. Tout reste à inventer. En tout cas, l'ARS va entamer des échanges avec les 5 départements de la région pour voir vers quoi ils s'orienteraient. Et puis, pour Nantes Métropole, l'enjeu est là dans l'urbanisation, parce que comment inclure aussi dans les politiques les structures et services, comment faciliter les déplacements. Donc, question de mobilité et d'accessibilité des services. Et puis, il y a un rôle aussi dans les logements adaptés. Donc, il n'y a pas que Nantes Métropole, hein, mais il y a les communes, il y a le département aussi, pour faciliter le fait de rester à domicile autant que possible jusqu'au bout, avant l'EHPAD. Et du coup, si on ne rentre pas dans l'EHPAD, peut-être que l'EHPAD rentrera un petit peu chez vous. En fin de compte, c'est ce vers quoi on irait, parce que si on reste sur le modèle d'aujourd'hui, les EHPAD vont accueillir que des personnes très dépendantes, je dirais 1 et 2. Et de toute manière, comme les ressources ne vont pas augmenter, il y aura un effet ciseau. En fin de compte, on n'aura pas les moyens de s'occuper des personnes très dépendantes. Et le modèle ne peut pas tenir, en fin de compte, à moyen et long terme. Donc il faut imaginer une ouverture très globale et une coordination globale entre tous les acteurs. Merci. Merci, Monsieur Rolando. On peut applaudir. Donc, je ne doute pas que vous allez avoir des questions à poser ou des commentaires à faire sur cette intervention de Monsieur Rolando. Donc, levez la main, présentez-vous si vous voulez bien quand vous intervenez. Oui, Michel Gellard, Conseil de développement. J'ai une question, évidemment. J'espérais qu'il y aurait une diapo sur les aspects financiers. Et donc, évidemment, la question, c'est toutes ces évolutions, au fond, comment sont-elles financées? Est-ce que ce sont par des assurances privées que chacun d'entre nous va prendre au fur et à mesure de son parcours de vie? Est-ce que les pouvoirs publics ont encore les moyens de financer des évolutions de ce type?
Voilà la question. Alors, les autorités nous disent aujourd'hui que les finances sont contraintes. Donc, ça va être pas budget constant, mais on va pas en être très très loin. Effectivement, l'aspect assurantiel qui se développe quand même beaucoup va être important. C'est la notion d'anticiper son parcours. En fin de compte, ça passe aussi par là. Quels moyens on peut se donner pour vivre sa future dépendance. Voilà. Mais effectivement, non, ça va être plus proche du moyen constant. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations autres que ça. Donc, et sur l'ARS elle-même dit que faut tenir compte de ce budget contraint. Oui. C'est peut-être. Alors, Oui. effectivement, on a entendu parler de deuxième journée de solidarité, de cinquième risque. Sans doute que ce sera ni l'un ni l'autre, mais un petit peu de tout. Parce que, bon, il y a des estimations qui disent qu'il faut quand même 10 milliards pour s'en sortir. Donc, c'est assez colossal. C'est peut-être l'occasion, avant de prendre une autre question, de nous dire 2 mots sur quelle est la répartition entre établissements publics, privés, alors ce que vous appelez le commercial, et puis peut-être tiers secteur, les mutuelles qui développent également des établissements. Je ne sais pas si vous avez des chiffres. Ouais, alors, alors, au niveau national, le privé commercial, c'est en gros 25% des établissements. Le premier, c'est le public, qu'il soit hospitalier ou territorial, qui est à presque la moitié, 46% de mémoire, mais je ne sais plus trop. Et puis après, l'associatif. Donc après, le système mutualiste, il est dans le non lucratif la plupart enfin non tout le temps même. Donc on le compte dans l'associatif, ouais. Du coup, dans le privé et non lucratif. Et du coup, les prix de journée, enfin je ne sais pas comment il faut dire, puisque vous avez très bien expliqué que la dépendance et les soins, finalement tous les établissements étaient soumis aux mêmes règles, mais l'aspect hôtelier, ça va en pourcentage peut-être, de combien à combien Oh, facilement du simple au double. Ouais. On peut avoir... alors on est dans le non lucratif, hein, dans le non lucratif, oui, on tourne entre 45 pour les moins bien lotis. Là, c'est quand même très très dur. 45-47, il y a à Rezé un établissement qui est... jusqu'à l'année dernière, était dans les 47 €, jusqu'à 57 € par jour, auquel il faut rajouter ce qu'on appelle le ticket modérateur, donc le forfait des GIR 5-6, qui est entre 5 et 6 €. Et puis dans le privé commercial, on peut atteindre les 100 ou les dépasser, oui. D'accord. Après, certains ont les services qui vont avec. Bon, il en faut pour tout le monde. Ok, Certains. on va revenir aux questions parce que... Oui, René Perregeau, je suis membre du CDMCA, Conseil départemental métropolitain pour la citoyenneté et l'autonomie. C'est une structure de démocratie participative auprès du Conseil départemental et de la métropole. D'abord, je voudrais féliciter le Conseil de développement d'avoir organisé ce débat parce que je crois que ça va être d'ailleurs, il est lancé le débat citoyen sur le vieillissement. Et je crois que c'est un vrai défi qui se pose à notre société. La prise en charge de... Alors, je ne sais plus comment on dit, 3e, 4e, 5e âge, parce qu'auparavant, on parlait d'une personne âgée à partir de 60 ans. Aujourd'hui, à partir de 75 et encore. Et je crois que, bon, on ne va pas tout balayer ce soir, mais je crois que c'est très intéressant d'avoir fait apparaître l'EHPAD comme un petit peu le bout d'un parcours de vie. Et heureusement, tout le monde n'ira pas en EHPAD. Mais c'est quand même intéressant de parler de l'EHPAD parce qu'il est révélateur de quelque chose. On a fait des choix. Alors, c'est la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui dit comme ça, les gens peuvent rester, s'ils le souhaitent, le plus longtemps possible chez eux, avec de l'accompagnement à domicile, de la téléassistance, des nouvelles technologies, etc., de l'adaptation de logement. Sauf que, bon, en vieillissant, il y a des troubles cognitifs qui s'installent. Et l'EHPAD, c'est le choix qui a été fait. C'est un établissement médico-social qui aura vocation à accueillir des gens en grande dépendance. Or, les maisons de retraite, avant l'EHPAD, n'étaient pas faites pour ça. Et dedans, il y avait des gens autonomes qui n'appelaient pas beaucoup d'aide et beaucoup de personnel. Et aujourd'hui,
on se retrouve confronté à ce problème. Ce qui explique un peu les mouvements sociaux qui ont eu lieu et qui ont été révélateurs, c'est que l'EHPAD tel qu'il a été conçu n'est plus aujourd'hui adapté aux résidents qu'il reçoit et qu'il va recevoir de plus en plus. Et je crois que vous avez bien posé la question, vous avez bien établi le décor, si je puis dire. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment on peut penser cet établissement, alors bien sûr ouvert sur la cité, hein, il faut en faire une structure inclusive, c'est un lieu de vie aussi, hein, mais comment on peut aujourd'hui concevoir le fonctionnement de cet établissement pour passer, alors attention, hein, les mots sont importants, de la prise en charge de la personne âgée au prendre soin de la personne. Et ça, c'est important parce que ça veut dire plus de temps auprès de la personne. Ça veut dire une formation des aides-soignants différente. Et là, on est... alors, c'est peut-être des termes gérontologiques, mais je crois que c'est tout ça parce qu'aujourd'hui, on le voit, enfin, moi, j'ai été questionné par 2 personnes qui ont mis leur aidés, parce qu'ils étaient aidants, en EHPAD, et puis au bout d'une semaine, les ont retirés. Parce qu'ils ont dit, c'est pas possible, l'EHPAD n'est pas adapté à mon aidé, enfin, à celui qui était en bas. Et là, ça pose ce questionnement. Pourquoi? Qu'est-ce que vous prévoyez? Alors c'est vrai que le système est un peu en bout parce qu'on n'a pas les moyens matériels et financiers pour y arriver. Donc ce que j'ai répondu tout à l'heure, c'est qu'on ne va peut-être pas forcément les avoir. On aura peut-être plus de moyens parce qu'on va s'ouvrir sur l'extérieur. Et le personnel ne sera pas en permanence forcément dehors. Donc voilà, on pourra peut-être avoir une organisation qui pourra optimiser les moyens qu'on a en plus en s'ouvrant sur l'extérieur. L'EHPAD, pour le coup, pour la très grande dépendance, reste adapté sur l'offre de services. Après, c'est les moyens qui pénalisent. Et de toute manière, on ne pourra pas faire aussi bien que l'aidant. Pas aussi bien parce que l'aidant était là 24 heures sur 24, parce qu'il connaissait la personne depuis au moins 50 ans, et que c'est psychologiquement non plus pas concevable qu'un professionnel qui n'est pas de la famille puisse mieux s'occuper de mon proche, de mon conjoint que moi. Il y a aussi cette barrière psychologique. Mais dans tous les cas, on pourra pas faire aussi bien qu'à domicile parce qu'on est une structure qui ne permet pas d'avoir un soignant par résident. C'est ce qui se passe à domicile finalement, et c'est pour ça que l'aidant, dans 60% des cas, décède avant l'aider. Mais oui. C'est pour ça qu'il faut utiliser les accueils de jour, tout ce qui est les aides adolescents, le répit, pour pas... Et puis la personne a du mal à lâcher. Il y a de la culpabilité, surtout chez les enfants et chez les conjoints d'ailleurs. Après, il y a des EHPAD qui sont plus ou moins bien dotés que d'autres. Il y a des philosophies un peu, des histoires différentes. Après, il faut trouver le bon aussi. Mais voilà, il y a quand même un travail énorme qui se fait dans les établissements, qui a progressé de façon importante ces 20 ou 30 dernières années, qui continue à se faire. Mais là, il y a effectivement un virage à prendre pour ne pas rester qu'avec des personnes très dépendantes, parce qu'effectivement, il y aura ce sentiment de ne pas bien assez s'occuper des personnes, parce qu'il n'y aura pas assez de monde pour le faire, quoi. Mais là, j'ai un peu, il me faudrait une boule de cristal pour vous répondre. Et on en est un peu, c'est cette manque de perspective, de visibilité qui est assez, qui nous met dans l'interrogation. Parce que là, tout ce qui va se préparer, on ne sait pas encore comment ça va se faire. Et si il y a un pôle ressources qui se crée, alors après, il faudra voir dans quel dimensionnement selon les territoires. Hein. Sur Nantes, il y en aura sans doute plusieurs. Mais qui va s'en occuper et qui va lâcher un peu de son pouvoir et de son autonomie en tant que structure prestataire de services? Ça va être compliqué, je pense. Ok. Madame? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, bonsoir, Madame Leclerc-Meneuse. Je suis en formation CAFDES, donc préparant des futurs dirigeants d'établissements médico-sociaux.
Je voudrais revenir sur la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Vous avez dit tout à l'heure qu'en Loire-Atlantique, il y avait demain, en 2050, 35% de la population qui sera dite âgée, c'est-à-dire plus d'un tiers d'entre nous, et parallèlement une augmentation exponentielle des troubles cognitifs. Et en même temps, cette modification des établissements médico-sociaux EHPAD, aujourd'hui, on sent bien effectivement qu'on arrive au bout d'un modèle. Ma question, c'est est-ce qu'on a une idée de ce que va être aussi la progression des maladies que vous venez de dire, puisque les personnes arrivent de plus en plus dépendantes et atteintes de ces maladies. Parce que ma question, c'est comment demain, si on favorise le maintien à domicile, comment on va gérer cette dépendance et ces maladies? Est-ce qu'on peut les gérer à domicile si on veut révolutionner, entre guillemets, le modèle d'aujourd'hui? Et deuxième interrogation, ça y est, elle m'a échappé. Oui, et ça veut dire quoi demain pour des salariés que nous sommes aussi, puisqu'il y a un droit à paternité aujourd'hui, il y a le droit de prendre des congés pour s'occuper de son enfant naissant. Est-ce qu'on aura demain un droit de s'occuper de son parent aidant en termes de... Il voilà. existe, mais je crois que c'est 500 euros, donc ça, on ne va pas très très loin. Mais il a été introduit par la loi de 2015. C'est quelque chose comme 500 euros, donc ça fait que quelques jours. Maintenant, pour la gestion de la maladie d'Alzheimer et apparentée, la médecine fait des progrès. Il y a eu des choses là récemment qui donnent des perspectives. On en est encore loin, mais on peut compter là-dessus. Après, aujourd'hui, la première chose pour lutter contre la progression, enfin, pour freiner la progression de la maladie, parce qu'on n'en est que là, c'est tout ce qui est thérapie non médicamenteuse. Donc, effectivement, il faut être auprès de la personne avec faire des activités liées à la mémoire, renouer le lien social, lutter contre l'apathie des gens. Enfin, il y a plein de causes dans la maladie. Alors, c'est vrai que presque chaque année, on avait Alzheimer vient de là, puis finalement, non, c'est autre chose. En fait, c'est peut-être un peu, c'est sûrement un peu de tout ça. Donc, il y a les accueils de jour qui permettent ça, quand la personne est encore à domicile. Maintenant, le fait de rester à domicile se pose le problème de la détection. On sait que quand on détecte, en moyenne, quand on a détecté la maladie, elle est installée depuis en moyenne 2 ans. Par contre, on peut avoir même des débuts de maladies qui peuvent, enfin une détérioration qui peut intervenir 20-30 ans avant, mais qui se gère sans problème jusqu'à un âge plus avancé. Donc en fait, la prise en charge des maladies neurodégénératives, là j'ai 49 ans, il faudrait que je m'en préoccupe finalement déjà. Donc ça passe par plein de choses, notamment des activités. Enfin, faut vivre en fin de compte pleinement pour limiter les facteurs de risque. Mais c'est vrai que lutter, si on ne le fait pas à domicile, soi-même de son propre chef, une institution ne pourra pas venir à domicile le faire. Enfin, je le vois difficilement, si ce n'est par des regroupements. Il y a l'exemple du Danemark qui fait ça. En fin de compte, ils ferment les EHPAD presque à tour de bras. Mais ils organisent, et c'est presque obligatoire. C'est pas obligatoire, mais enfin, c'est très conseillé. Ils organisent des activités pour les seniors. Alors, un panel gigantesque, jusqu'à du bricolage, aller aider les personnes à d'autres domiciles. Enfin, c'est une organisation très poussée pour justement lutter contre cette dépendance, en fin de compte, à venir. Donc ça la repousse très longtemps. Il y a une activité sociale
très très forte dans ce pays-là, un modèle vraiment différent de la France, et en plus ça coûte pratiquement rien aux personnes qui les utilisent. Donc alors je sais que dans les ministères, ils sont allés voir d'autres pays européens. Donc on peut espérer qu'ils s'en inspirent et qu'ils l'adaptent au modèle français. Mais voilà, il y a l'opportunité de créer, alors c'est pas des clubs du troisième âge, mais c'est des super clubs du troisième âge pour personnes qui s'en approchent, quoi. Et c'est adapté à tous les âges de la vie, enfin, à partir de 60 ans. Oui, je voulais vous interroger sur les inégalités sociales parce qu'on a bien compris que les moyens sont contraints. Vous l'avez beaucoup souligné. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, est-ce que vous le constatez dès aujourd'hui, d'avoir des EHPAD à 2 ou 3 vitesses, pour faire simple, des EHPAD pour riches, ou des maisons de retraite pour gens plus aisés? Est-ce qu'il n'y a pas déjà une tendance qui est en train de se dessiner, y compris avec des systèmes d'assurance qui font qu'on peut avoir un système à plusieurs vitesses? Et puis tant que j'ai le micro, je voudrais vous poser une question sur la coordination et la prévention. Moi, je crois qu'il manque, vous n'y êtes pour rien, je crois qu'il manque quelque chose dans le dispositif que vous évoquez, c'est le rôle des médecins traitants. C'est le rôle des médecins traitants. Je pense qu'ils peuvent avoir un rôle énorme dans tout le dispositif, ce qui supposerait d'avoir des conventionnements avec l'ARS, avec des forfaits de prise en compte de ces questions-là auprès de leurs patients. Je crois que le rôle du médecin traitant peut être très très important dans le dispositif, mais les inégalités sociales déjà. Ouais. Mais c'est vrai que les médecins, il faut les former à ça aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'ils sont un déchaînement important. Sur les inégalités, c'est vrai que le régime assurantiel peut déjà faire une... voilà. La personne qui peut prendre une bonne assurance, du coup, pourra peut-être aller dans un EHPAD un peu plus cher et avec des services... alors, plus cher ne garantit pas le niveau de service, mais bon, quand même se payer des services malgré tout. Après, en France, on a la chance d'avoir l'aide sociale et l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, qui permet d'avoir des services quand même à des coûts supportables. Après, tout dépend de la richesse du département, effectivement. Mais on peut quand même remarquer que dans les départements plus pauvres, la moyenne des tarifs est moins élevée aussi. Mais Pardon. Ici en Loire-Atlantique, vous ne constatez pas des EHPAD à plusieurs vitesses en fonction des catégories sociales et des capacités de revenus des personnes? alors, tous les établissements habilités à l'aide sociale, on ne regarde pas ça. Enfin, bon, je suis établissement État associatif, habilité à 100% à l'aide sociale. En Loire-Atlantique, c'est tout ou rien. Dans d'autres départements, il y a des habilitations partielles, donc avec des tarifs pour le coup différents. Là, on ne regarde absolument pas la déclaration de revenus, enfin la feuille d'imposition. Parce qu'on sait que si la personne n'a pas les moyens, elle va être prise en charge par le département. Et même, on a des chambres, on a que 2 chambres doubles, des grandes chambres pour personnes seules, qui sont 1,5 fois plus chères, mais elles sont aussi habilitées à l'aide sociale. Donc à la limite, si on a une personne qui n'a pas un sou et qu'on trouve personne pour payer la grande chambre, eh bien on met la personne à l'aide sociale. Comme ça, c'est pris en charge par le département et on remplit la chambre. Mais c'est vrai qu'après, il y a des établissements commerciaux. Effectivement, ils peuvent avoir une prestation, enfin j'en connais qui ont une prestation hôtelière vraiment très très haute, mais on est à 3 500 € par mois. Donc effectivement, si on veut avoir ça, il faut effectivement avoir de l'argent. Mais pour le privé non lucratif, ça se nivelle. Maintenant, je vais moduler un peu mon discours. On a tous les établissements vont signer un CPOM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, avec l'ARS et le département, avec des objectifs bien ciblés. La plupart viennent de l'ARS, mais bon, ils sont totalement cohérents. Et puis, avec ça, il y a la réforme tarifaire,
où avant on déposait un budget, voilà nos dépenses, est-ce que vous nous donnez les recettes qui vont avec? Le prix de journée, la dépendance et le soin. Avec la réforme tarifaire, on a une formule de calcul, et puis un taux de progression pour l'hébergement, il y a une formule de calcul pour la dépendance et le soin. Ils disent, ben voilà vos recettes, débrouillez-vous avec. C'est là où des fois ça tique pour l'évolution. Et puis, dans cette réforme tarifaire, on doit, nous, établissements, et puis le département et l'ARS, veiller à ce qu'on ait une capacité d'autofinancement. Donc on rentre dans une logique financière, une capacité d'autofinancement et un fonds de roulement qui soit ouvert. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse des investissements alors que dans le fonctionnement, on manque de moyens, de bras. Donc on distingue le fonctionnement de l'investissement. Donc voilà, il va falloir qu'on gère de manière un peu plus financière nos établissements alors qu'on est sans but lucratif. Donc on nous demande un peu de fonctionner comme une entreprise, comme un privé commercial, quelque part. Sauf que pour s'en sortir, une entreprise joue sur 2 facteurs. Sans doute 2, mais 2 vraiment très importants. Son niveau d'activité, je travaille plus pour gagner plus. Sauf que là, nous, on est sous le régime des autorisations. Donc on est déjà entre 98 et 99% de taux d'activité, tous autant qu'on est. Donc ça, on ne peut pas jouer dessus. Et puis on peut jouer sur le prix. Donc on augmente nos prix pour avoir plus de moyens. Sauf qu'on est tarifé. Donc on nous demande d'avoir une logique d'entreprise sans en avoir les moyens. Ce qui fait que, effectivement, pratiquement tous les établissements non lucratifs vont avoir de sérieux problèmes dans les années à venir. Et du coup, ça pose un problème de l'évolution. Et puis, si on veut avoir des services, va peut-être aller dans le lucratif, mais je n'ai pas les moyens. Et puis, je n'ai pas une assurance assez importante. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, les ratios financiers, parce qu'on est obligé de les regarder maintenant, depuis l'année dernière, peuvent vite se dégrader parce que, justement, on a un budget qui stagne. Donc, ça ne va pas plaider pour embaucher du personnel dont on a besoin, et donc avoir un service qui ne va pas s'améliorer. Il ne va pas se dégrader, mais il ne va pas s'améliorer. Ok, Michel. Ouais. Michel Cordier, conseil de développement, mais aussi médecin. Vous avez prononcé 2 mots qui m'ont un petit peu interpellé. Le premier, c'est évaluation, et le deuxième, c'est effet ciseau. J'ai eu tendance à relier les deux. Je m'explique. Comme vous l'avez fort bien dit, le vieillissement ne va pas améliorer le niveau mental de vos patients les plus âgés. On peut même dire qu'il arrive un moment où le niveau mental est égal, plus ou moins à 0. En réanimation, on dit quand l'électroencéphalogramme est plat, l'individu est mort, même si le cœur continue à battre. Il y a moins d'interactivité pour nous. Et donc, il y a moins d'interactivité. Et lorsque vous nous expliquez que vous avez quelques clients, n'est-ce pas, à qui il faut donner la cuillère de nourriture dans la bouche et le verre d'eau, sinon ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, c'est que leur cerveau n'a déjà plus le réflexe, il n'a plus la compétence pour faire savoir à l'individu qu'il a besoin de manger ou pas. C'est-à-dire que j'en arrive à penser, mais vous me donnerez votre avis sur ces personnes vraiment à la limite, n'est-ce pas, de la vie humaine, mais tout en étant toujours avec des cœurs qui battent. Est-ce qu'on ne s'oriente pas progressivement, et on en parle déjà un petit peu, vers le fait qu'il s'agit là d'une volonté de prolonger artificiellement les gens? Est-ce qu'il n'y a pas un acharnement thérapeutique qui un jour fera en sorte qu'on fera, comme pour la maladie mentale ou comme pour le cancer en fin de vie, des opérations qui ne seront pas dignes ou jugées dignes par certains? C'est médico-social, on n'est pas dans le sanitaire, donc on n'a pas les moyens de le faire.
enfin j'espère qu'on ne l'aura jamais d'ailleurs. En fait, je ne suis pas dans cette position. Enfin, je l'ai pas pensé comme ça en tout cas. En fait, on considère que le résident reste une personne, même si le soma et le psyché sont complètement déconnectés. Voilà, c'est une personne qui a peut-être oublié de manger ou qui dit qu'elle a déjà mangé alors que ça n'a pas commencé, effectivement, donc il faut l'inciter, mais on n'est pas dans cette position de mort clinique. Oui, enfin, je veux dire, c'est presque penser à l'euthanasie, mais on n'est pas dans cette position. Enfin, je ne connais pas de collègues qui le soient. Je ne les connais pas tous, mais non, pas encore, mais. Patients d'un âge tellement évolué, inutile vraiment au bout du rouleau, comme on dit, que la société n'aura-t-elle pas cette tendance-là? Du coup, et ça nous arrive déjà, on sera en soins palliatifs. Donc ouais, mais du coup, après la personne ne sera plus en capacité de dire qu'elle ne veut pas d'acharnement thérapeutique, sauf à ce qu'elle l'ait prévu en amont et qu'elle est une personne de confiance. Chose qu'on essaye de développer et qu'il faut prévoir tôt, au moins avant de rentrer en établissement. Il faudrait que tout le monde fasse ces directives, voilà, ces directives anticipées tout de suite, hein, moi nous, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident de voiture. Voilà, donc c'est des choses. Mais en fait, il faudrait prendre cette précaution de directives anticipées pour éviter ça, oui. On va. Ok. Oui. Oui, monsieur disait que dans les cantous, on me donnait moins de médicaments. Effectivement, après, les médecins ont une petite tendance à donner un peu facilement les benzodiazépines. Donc, oui, cantou, oui, c'est. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est c'est un lieu contenu adapté pour les personnes Alzheimer déambulantes. Ok, je crois qu'il y a encore au moins 4 questions. Alors, on va essayer de les prendre. Vous faites assez court, comme ça, on tiendra et on vous laissera partir à temps pour le match. Voilà. Daniel Roger, donc représentant CGT au CDMCA, du Conseil départemental pour l'autonomie et la citoyenneté. Moi, je n'ai pas de questions, mais c'est simplement une réflexion, parce qu'il faut partir, je pense, de l'interrogation qui était posée, c'est quelle EHPAD du futur? Donc on s'aperçoit bien justement que, eh bien, après avoir développé l'ensemble donc, des services, du parcours de vie, eh bien oui, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et je pense que l'interrogation, elle est simplement dans ce que vient de me dire mon camarade Pavageau. Quand est-ce qu'on va arrêter, disons, de passer donc, de la prise en charge financière, donc d'une logique financière, eh bien, au prendre soin? Parce que là, on n'est plus dans une logique financière. Je pense qu'il faut arrêter de parler d'efficience financière, plutôt parler, disons, d'efficience humaine et sociétale. C'est-à-dire, quelle société va-t-on, quelle vie, disons, de société va-t-on nous donner donc à nos aînés, c'est-à-dire à nous-mêmes, parce qu'après tout, c'est nous qui nous dirigeons là vers cette réflexion. Et donc, moi, je voulais dire quand même qu'il faut être quand même optimiste. Optimiste parce qu'on arrivera quand même à trouver de l'argent pour financer un certain nombre, disons, de moyens humains, parce que c'est bien les moyens humains qu'il nous faut pour prendre soin donc, de nos aînés. Et que si nos anciens, lors du Conseil national de la résistance, ont bien trouvé des sous pour créer la sécurité sociale, alors qu'il n'y avait aucun moyen à l'époque, on arrivera bien quand même d'ici quelques années à trouver des moyens financiers justement pour permettre à nos aînés de pouvoir vivre dignement et sereinement. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il faudra peut-être ici, vous avez parlé, qui c'est qui va lâcher son pouvoir? Je pense qu'il faut là aussi que chacun se réfléchisse. Il faut que non seulement il faut lâcher le pouvoir financier, mais également aussi peut-être s'orienter vers un peu plus, disons, d'orientation vers la formation. Vers la formation, et ça, c'est ce qui nous manque actuellement, un peu plus sur la gérontologie. Parce qu'il y reste encore beaucoup de chemin donc, à parcourir.
Donc c'est une réflexion que nous avons au CDCA, au CDMCA, et donc on essaie donc de trouver bien sûr des solutions à cela. Et on s'oppose un petit peu, c'est vrai, à cette logique que voudrait donc nous faire basculer donc l'ARS dans cet EHPAD hors les murs. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien quand même une structure pour cette fin de vie. Et ça, c'est aussi une interrogation. L'EHPAD va rester. Juste quand j'ai dit lâcher du pouvoir, c'était de façon organisationnelle. On a des services à domicile, par exemple, qui sont en très grande difficulté financière. L'EHPAD pourra apporter, s'il y a une mutualisation ou du travail en commun, pourra apporter un support administratif qui va dégager des moyens au service à domicile, justement pour mettre plus de personnes au domicile. Donc c'est essayer de gagner dans l'organisation, optimiser l'organisation aussi pour améliorer le service. Mais c'est pas directement financier sur à qui on donne l'argent. Après, pour la référence que vous avez faite à ce qu'a dit M. Pavageau, le maître mot, c'est la prévention. En fin de compte, il ne faut pas s'inquiéter de sa santé quand elle ne va plus bien. Donc c'est quelque chose qu'il faut, il faut s'entretenir en fin de compte à tous les âges de la vie pour prévenir cette perte d'autonomie. Donc voilà, pas se laisser aller entre guillemets et garder une activité permanente. Alain ? Ce que vous faites de plus en plus d'ailleurs. Démarche qualité. La loi 2002 vous impose de faire une évaluation externe en matière de démarche qualité. Alors, je suis certain que vous êtes bon élève, vous l'avez faite. Bon, vous l'avez transmise à vos autorités au-dessus. Qu'en ont-elles fait? Alors, il y a eu un retour quand même, ils les ont lus. Si. Alors, au moins, l'évaluation externe. En fait, on doit faire une évaluation interne. Donc, on le fait par nos propres moyens sur la base d'un référentiel qui est commun, en fin de compte. Il y en a plusieurs, mais enfin, qui sont validés par une agence nationale. La NESM, qui est passée sous le giron de l'HAS, dans l'ordre. Donc, on l'a fait nous-mêmes, on en tire des conclusions et puis on fait un planning d'amélioration sur 5 ans. Ça, c'est tous les 5 ans. Et puis, on a une évaluation externe tous les 7 ans qui est faite par un organisme extérieur qui est certifié lui aussi par ce qui était la NESM. C'est un organisme extérieur qu'on choisit nous-mêmes en même temps. Mais bon, il est certifié. Et là, c'est cette évaluation externe qui, pour le coup, est sûre d'être lue par les autorités de tarification, notamment la deuxième évaluation interne, parce qu'on est autorisé à fonctionner pour 15 ans. Et du coup, la deuxième évaluation externe sert à valider l'autorisation. Il y a un report pour les 15 années à venir. Donc là, pour le coup, celle-ci, la deuxième, ils l'ont lue. Et puis l'ARS aussi fait des inspections. Alors, sans qu'il y ait dénonciation ou quoi que ce soit, elle va voir tous les établissements de la région. Elle a un programme annuel et puis elle va visiter tous les établissements pour voir un peu comment ça fonctionne. Et notamment, c'est une inspection qui est orientée sur la bientraitance. Voilà. Donc, il y a quand même un suivi, en tout cas de l'ARS. Donc, voilà. Puis, Madame. Oui, bonjour. Fabienne Desnaux, représentante de l'URPS Infirmiers Libéraux des Pays de la Loire. Votre présentation m'a amené plusieurs réflexions. D'abord, les portes d'entrée qui n'étaient... vous parliez de portes d'entrée de gérontologie qui n'étaient pas bien identifiées. Et c'est vrai qu'à domicile, le CLIC est quand même une porte d'entrée qui reste la mieux identifiée. Les personnes savent, et le CLIC rédige vraiment... Mais pas connu par tous. Je pense que le grand public, quand il est vraiment maintenant, utilise cette porte d'entrée. C'est vraiment très facile d'y avoir accès et on est vraiment très bien orienté. Donc il y a ça. Je note aussi que vous n'avez pas parlé des infirmières libérales qui interviennent pour beaucoup chez la personne âgée à domicile. Donc, je parlais des structures en fin de compte. Oui, mais qui sont aussi un intervenant sur le domicile. Enfin, la dernière petite chose dont je voudrais vous parler, c'est du PAERPA, d'une expérimentation qui est menée actuellement, effectivement, depuis 2014.
pour maintenir la plus grande autonomie possible des personnes à leur domicile, âgées de plus de 75 ans, donc par tous les acteurs du domicile, donc médecins traitants, tous les personnes qui gravitent autour de la personne âgée. Ça se passe, là, il y a une expérimentation qui est sur la Mayenne depuis 2014. Donc, c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte. On est encore en expérimentation, donc ce n'est pas généralisé, effectivement. Tout à fait. La Mayenne est un peu... C'est quand même... il y a plusieurs régions pilotes en France actuellement, et c'est reporté. Donc, on parle bien là de la prévention. Et enfin, ma question... Mona Lisa, le programme Mona Lisa aussi. Non, ouais. Oui, coordination des acteurs. Ouais. Voilà. Et donc, ma question, comment voyez-vous l'intervention des EHPAD à domicile par rapport à l'offre de soins qui existe déjà? Quelle va être la plus-value pour des personnes d'aller finalement donc régler un tarif journalier par rapport à ce qui existe déjà Alors, je pense que tout doit être modulable. Effectivement, j'évoquais la coordination, la mutualisation, enfin le travail avec tout ce qui existe, notamment les SIAD et puis les infirmières libérales. Je pense que l'idée, ce n'est pas de les remplacer ou de faire de la concurrence, mais il existe des territoires où, en fin de compte, il n'y a que l'EHPAD qui existent. Quand j'étais dans les Deux-Sèvres, c'est vrai que du coup, on avait répondu à un appel à projet de l'ARS sur les astreintes infirmières de nuit. C'était il y a quelques années déjà. Et on avait envisagé d'élargir dans un deuxième temps l'assistance infirmière au domicile la nuit, parce que c'est un service qui n'existait pas, via la téléalarme notamment, donc des personnes inscrites dont on connaissait le dossier médical, et puis dans la ville elle-même, ne pas avoir des déplacements trop importants. Donc, ce qui veut dire, c'est que la coordination va se faire pour faire en sorte que tout le monde y trouve son compte et qu'on ne prenne pas la place de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai, dans Nantes, il y a des services, il y a tous les services qui puissent exister, je pense. Donc, voilà, c'est juste la coordination. Et puis, les SIAD et les infirmières à domicile ne seront pas privés de leur activité. Enfin, tout sera géométrie variable. Il n'y aura pas de système d'imposé. Enfin, ce n'est pas ce qui est prévu, en tout cas. Mais juste une boîte à outils. Alors, moi, ensuite... Oui, pardon, vous aviez... Non ? Allez-y. Qui a le micro ? Ah oui, moi. Jean. Bon, Jean-Albert, là, moi je ne suis pas du tout un professionnel de la chose. J'ai été, par contre, j'ai accompagné mon épouse en EHPAD pendant 4 ans. J'étais antérieurement un peu en responsabilité dans une entreprise. Et donc, pendant ces 4 années, j'ai observé. Avec un regard un petit peu d'une expérience en animation, quoi. Alors, par rapport à ce contexte-là, bon, j'ai globalement... beaucoup apprécié votre présentation sur l'hier et puis le demain. Dans la présentation des faits, je trouve que c'est pas mal. Bon, on est en France, alors il y a une quantité de choses morcelées. Bon, la grande difficulté, c'est de foutre du scotch entre toutes ces instances et l'évolution de ces stades. Si on y arrive, bravo. Je voudrais simplement faire une parenthèse, moi, par rapport à l'aspect de l'EHPAD, et avec l'expérience que j'ai vécue pendant 4 ans, où j'étais tous les jours. Oui, je crois que c'est intéressant, mais je crois qu'il y a, vous avez dit, dans la tendance future, c'est on va s'intéresser aux résidents par rapport à alors qu'autrefois, c'était la structure et le résident, c'était le chien, quoi. Donc là, on dit, enfin, je caricature. Bon, on veut s'intéresser aux résidents. OK, et bravo. Mais là, il existe une réalité. Alors, il y a la réalité des limites de financement fonctionnel. Alors ça, c'est très difficile. Et puis, d'autre part, eh bien, si on dit qu'on veut privilégier le résident, comment voulez-vous que le résident qui, comme vous l'avez dit, il est de plus en plus atténué, etc., eh bien, comment voulez-vous que le résident s'y retrouve
En effet, le personnel aide-soignant en particulier, c'est un personnel féminin, c'est un personnel qui est extrêmement fluctuant, c'est un personnel qui, de moins en moins, accepte des contrats en CDI. Et moi, j'ai observé pendant 4 ans, et je me suis d'abord posé la question, les aides-soignantes, pour beaucoup, ce sont des intérimaires, et ils veulent rester, garder le statut d'intérimaire. Ils travaillent dans une maison pendant un temps, et puis ils s'en vont. Bon, alors, le résident, lui, il a du mal à s'y retrouver parce qu'il voit un personnel qui évolue en permanence. Alors, comme vous avez très bien dit, il faut s'intéresser au suivi de la personne, mais la réalité, elle est autre. Alors, je sais que c'est difficile parce que les responsables d'EHPAD, c'est pas leur gré de prendre uniquement des intérimaires. C'est que le personnel aide-soignant, en particulier, ou même des infirmiers, il ne veut pas de CDI. Alors donc, il faut bien assumer un personnel 24 heures sur 24 et 365 jours par an, c'est très très difficile. Donc, on en est rendu à prendre un personnel. Et cette difficulté de la gestion du personnel par rapport à la présentation relativement idéale que vous avez présentée, auquel je souscris, je vous dis bravo, mais cette réalité, c'est très difficile, puisque en plus, il y a un problème de salaire. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors il n'y a pas que les intérimaires, il y a aussi des remplaçants en propre. Effectivement, le CDI n'est pas la panacée dans le secteur. Il y en a beaucoup qui, quand un poste se libère, n'y vont pas. Ils préfèrent être en CDD et renouveler comme ça. Alors, il y a des CDD un petit peu plus longs de 2 mois pour des congés maternité ou des maladies un peu plus longues. Ils sont preneurs, mais le CDI ne fait pas rêver du tout. D'autant plus que si on a une personne en CDD, on en a qui sont sur certaines périodes presque à plein temps, le jour où ils ont un CDI, ils sont moins bien payés parce qu'ils n'ont pas les 10% de congés payés ni les 10% de précarité. Donc c'est compliqué. Et puis si demain on nous disait, eh bien on vous donne les moyens d'embaucher, on ne va pas trouver tout le personnel dont on a besoin. Là, au RC, on a 2 postes vacants qu'on n'a pas encore trouvés parce qu'il n'y a personne qui veut être en CDI. Et puis bon, c'est des temps partiels. Donc voilà, là, on va aller passer en 2019 en temps complet. Donc on espère quand même avoir du monde. Mais voilà, cette année, comme l'année dernière, dans les écoles de formation, c'est moins 30% de candidats. Si le CHU fait le plein, parce qu'il y a pléthore de candidatures, il y a des écoles dans le département qui ne font pas le plein. Et dans les personnes qui sont formées, il y en a qui se forment parce qu'on leur dit il faut que tu aies un diplôme. Donc ils font ça, mais sans conviction, ce qui fait qu'une fois diplômés, ils ne vont pas exercer dans le métier. Donc on a encore de la perte. Donc les années à venir vont être difficiles, effectivement. Donc à trouver des personnes et des personnes qui veulent un CDI. Mais c'est vrai que dans les soignants qui sont dans la vingtaine, ouais, ça ne fait pas rêver le CDI. Ouais. Bon, il y a des progrès à faire. Gabriel ? Alors, une toute dernière avant le match, alors, comme dit Philippe. Vous avez parlé tout à l'heure de la voiture autonome. Oui. Est-ce qu'il y a des études justement sur les évolutions technologiques ? Parce qu'aujourd'hui, on voit des jeunes gens faire du sport bardés de 500 capteurs alors qu'ils n'ont rien à surveiller. Est-ce que l'avenir des plus anciens, finalement, c'est pas ça, c'est la question du domicile connecté, des gens bardés de capteurs, etc. Est-ce que les gisements dans la technologie ne sont pas plutôt sur les vieux que sur les jeunes ? Alors, vous me faites penser à quelque chose. C'est vrai qu'il y a des capteurs de chute, de présence. Effectivement, les EHPAD peuvent être... Il y en a qui sont équipés de tout ça. C'est-à-dire que si une personne, la nuit, se lève et chute, eh ben, il y a une alerte. Et la veilleuse, si elle fait son tour ailleurs ou entre 2 tours, elle ne va pas être là d'ici une demi-heure. Là, elle est tout de suite avertie. Il y a de la domotique aussi qui aide avec un éclairage au sol pour le cheminement. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et ce que vous avez dit me fait penser à quelque chose que je n'avais pas pensé à domicile. Mais j'avais vu une présentation de la robotique et de ce qui se faisait notamment au Japon, parce qu'eux, ils ont... Alors là, c'est pas un tiers de la population qui sera âgée, c'est plus de la moitié. Hein, c'est l'enfer chez eux. Et notamment, alors, il y a des choses éthiquement qui posent question, mais là, l'exosquelette, ça peut être très bien. Parce que pour le personnel soignant, ça permet de ne pas s'abîmer le dos, notamment en portant les personnes. Et puis pour le résident qui n'arrive plus à se verticaliser, du coup, il peut remarcher. Et à domicile, alors il faut qu'il mette son exosquelette.
Mais une fois qu'il l'a, il peut se déplacer. Donc c'est vrai que les technologies, effectivement, en plus, des robots d'assistance, il y a le petit robot... Ah zut, ça y est, j'ai mangé... Noibo, non, c'est plus... Nao, voilà. Nao, voilà. Qui est un assistant. Il ne fait pas à la place, mais il peut aider la personne à lui... c'est un tutoriel pour prendre l'attention, pour des choses comme ça. Et puis, il peut envoyer tout ça chez le médecin au besoin. Donc, il y a effectivement... Bon, c'est encore très cher aujourd'hui, mais il y a la télémédecine aussi qui peut aider, du coup. Donc... Très bien, merci. Je vais quand même poser une question que Gabriel n'a pas posée, parce qu'il n'ose pas. Mais si vous savez où vont aller les Rolling Stones en maison de retraite, je vous le dis. Vous lui dites, parce que je crois qu'il aimerait, il aimerait pouvoir les suivre jusqu'au bout. Bon, je pense à c'est une domicile jusqu'à taquinerie. la fin. Voilà, en tout cas, merci vraiment de cet exposé.